le contexte d'application de la loi, l'historique de ma proposition et enfin son contenu. Le contexte. La mise en place des autorités régionales de santé, des agences régionales de santé, la mise en place de la gouvernance des établissements hospitaliers, des outils de coopération, concerne aussi bien le secteur public que les cliniques privées et les médecins libéraux. Tout ceci, ainsi que nous l'avons vu, se passe plutôt bien, en dépit des critiques de tous bords adressées à tel ou tel aspect du texte. Certains trouvent que la loi brade l'hôpital public, d'autres estiment qu'elle punit les médecins libéraux, mais j'ai constaté sur le terrain que le système se mettait en place dans d'assez bonnes conditions. Mais certaines imperfections, certaines décisions du Conseil constitutionnel, certaines observations du Conseil d'État, certaines demandes émanant de syndicats de médecins ou de médecins libéraux ou hospitaliers m'ont convaincu de soumettre au Sénat, puis demain, si vous l'estimez utile, à l'Assemblée nationale, quelques articles visant à supprimer, à réformer, à préciser ou à compléter la loi du 21 juillet 2009. Cette proposition vise à rendre la loi plus opérationnelle et, si elle peut être mieux acceptée par l'ensemble des praticiens et des auxiliaires qui travaillent à son application, ce ne sera que mieux. L'historique, c'est en l'automne 2010 que j'ai pris contact avec le cabinet du ministre de la Santé de l'époque, Mme Bachelot, pour m'assurer que les quelques dispositions que j'avais l'intention de proposer pour mieux organiser les soins de premier recours, pour simplifier quelques articles trop complexes et pour modifier quelques articles, pour mieux intégrer enfin les structures médico-sociales dans le domaine de compétences des agences régionales de santé était envisageable et était satisfaisant. Après un travail en commun approfondi et avec l'accord de Mme Bachelot, j'ai pris contact avec les ordres, l'ordre des médecins, l'ordre des chirurgiens dentistes, les syndicats professionnels, les présidents, la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement, certains directeurs généraux d'ARS, et j'ai déposé la proposition numéro 65 qui comportait 14 articles. Et puis, deux événements sont venus me contraindre à corriger cette proposition. D'abord, certains articles ont été heureusement repris dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, et je me félicite que le législateur ait ainsi pris quelques-unes de mes propositions et les ait introduites dans la loi de financement. D'autre part, il y a eu un remaniement de gouvernement et M. Bertrand, que je salue à ce banc, a remplacé Mme Bachelot. Mme Bérat est venue comme secrétaire d'État et j'ai donc entrepris de nouvelles discussions. J'ai reçu beaucoup de propositions supplémentaires et j'ai donc, après un nouveau tour de discussion, déposé la proposition de loi 65 que la Commission des affaires sociales vient d'examiner et d'adopter. Alors, mes chers collègues, quel est le contenu de cette proposition ? Je ne vais pas présenter dans le détail chacun des articles, car l'excellent rapporteur de la Commission, mon ami Alain Milon, le fera tout à l'heure, mais bien entendu, comme toujours, la Commission des affaires sociales a modifié quelques articles, en a supprimé d'autres, en a rajouté des troisièmes, mais je crois qu'il m'appartient de rappeler quels étaient les objectifs de ma proposition de loi. J'avais trois objectifs. Premier objectif, mieux organiser les soins de premier recours en créant des structures efficaces permettant un exercice en commun des professionnels de santé relevant de métiers différents. Et afin que ces structures fonctionnent de manière harmonieuse sur le terrain, je vous propose de supprimer quelques dispositions difficilement applicables et mal vécues par les médecins et par les chirurgiens dentistes,
Et il s'agit, dans ma proposition initiale, des articles 1 à 6. Le deuxième objectif, c'est d'améliorer le domaine de compétence des directeurs généraux des ARS, de simplifier quelques dispositions jugées trop floues par le Conseil d'État et d'essayer de mettre un peu plus de liant, un peu plus de fongibilité dans l'ensemble des crédits qui partent du sommet, Monsieur le Ministre, pour aller jusque dans les ARS. Et afin que ce système fonctionne, il s'agit des articles 7 à 13 dans lesquels la Commission des affaires sociales a fait son marché, si j'ose dire, en prenant certains et en refusant d'autres. Le troisième objectif consistait à essayer de simplifier les mécanismes prévus pour les structures médico-sociales. En effet, l'intégration des établissements médico-sociaux dans le domaine de compétences des ARS est un élément très important qui oblige les directeurs généraux et leurs adjoints à s'occuper de manière précise de l'ensemble de ces établissements dont on peut dire, Monsieur le rapporteur général, qu'elles sont assez diverses. C'est pourquoi j'ai essayé, dans les articles 14 à 16, d'affranchir ces établissements de procédures trop complexes pour faciliter leur transformation et de les sécuriser. Sur l'ensemble de ces articles, le rapporteur Alain Milon et la Commission ont fait un excellent travail et bien amélioré le texte. Simplement, j'exprimerai deux regrets. Le premier, c'est la suppression de l'article 8 qui donnait au directeur de l'ARS, par déconcentration du ministère, le pouvoir de fermer ou de suspendre l'activité de centres de santé. Ceci me permettait d'éviter qu'on dise les ARS vont tout faire, mais chaque fois qu'ils font quelque chose, il faut qu'ils en réfèrent et il faut qu'il y ait une autorisation ministérielle. Ce n'est pas de la décentralisation, c'est de la déconcentration et je crois qu'on n'est pas allé assez loin dans le texte. Le deuxième regret que j'ai, c'est la suppression de l'article 9. Le Conseil d'État a en effet observé que la rédaction actuelle sur les fondations médicales n'était pas tout à fait claire et que, par conséquent, il fallait leur appliquer le statut, les fondations hospitalières, pardon, qu'il fallait leur appliquer le statut des fondations reconnues d'utilité publique. Il m'a semblé que ce n'était pas suffisant et, par conséquent, j'ai proposé un assouplissement, mais le rapporteur dira pourquoi tout à l'heure. La Commission n'a pas suivi mes propositions. Il reste tout de même que cette proposition de loi doit permettre la mise en place cohérente, harmonieuse sur le terrain de l'ensemble des outils que met à la disposition de l'ensemble du monde médical et sanitaire la loi HPST. Cette proposition de loi m'a valu un courrier extraordinaire, des propositions d'amendements venant de partout, des ordres, des syndicats, des organisations diverses, des défenseurs des consommateurs, etc., etc. J'ai essayé de restreindre tout ceci, car l'élément important, Monsieur le Ministre, ce sera le rapport que le comité d'évaluation déposera au mois de juillet et qui fera le point des grands sujets, c'est-à-dire l'organisation hospitalière, la coopération entre les établissements, l'organisation des réseaux de soins à l'intérieur de l'ensemble de nos régions. Mais en hors d'œuvre, si je me permets, cette proposition de loi permet de gommer quelques aspérités et, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'espère que vous voudrez bien l'adopter. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Alain Milon, rapporteur de la Commission des affaires sociales. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, vous avez à cœur, cher Jean-Pierre Fourcade, de ne pas limiter aux travaux pourtant absorbants du comité de suivi des réformes des établissements de santé que vous présidez, l'intérêt attentif que vous portez, comme nous tous, à la mise en œuvre de la loi HPST. La proposition de loi dont vous êtes l'auteur et que nous examinons aujourd'hui traite en effet principalement de deux autres priorités de la loi du 21 juillet 2009, le regain de la médecine de proximité et la place à donner au secteur médico-social. Dans l'attente
des nouvelles propositions que vous ferez à l'issue du comité de suivi, la commission des affaires sociales a été sensible à votre souci de préserver l'équilibre voulu par la loi HPST entre les différentes composantes de notre système de santé. Vous avez exprimé, mon cher collègue, les regrets que vous inspirent certaines positions prises par la Commission. Notre débat d'aujourd'hui permettra, j'en suis sûr, de les dissiper. Mais permettez-moi à mon tour de vous dire que la Commission et son rapporteur éprouvent aussi quelques regrets des conditions d'examen, dans des délais soudainement raccourcis, d'un texte dont les dispositions les plus importantes sont aussi celles dont nous avons été saisis le plus tardivement. Avec ces derniers compléments, les dispositions portant sur l'organisation des soins ambulatoires et la médecine de proximité constituent clairement le cœur de la proposition de loi, et c'est donc ce sujet que j'aborderai en premier lieu. Je n'insisterai pas sur les articles qui figuraient déjà dans le premier état du texte, tendant à supprimer des mesures peu applicables et mal ressenties par la profession médicale. Ainsi, l'article 3 de la proposition de loi revenait sur la sanction financière encourue par les médecins qui auraient refusé de s'engager dans un contrat santé-solidarité ou n'en auraient pas respecté les termes. La Commission l'a adopté sans modification. Le contrat lui-même demeure, il prendra la forme d'un contrat type conclu entre l'UNCAM et au moins une organisation représentative de médecins. Cette solution ne présente que des avantages et pourrait faire de ce contrat un utile outil d'incitation. Nous avons également adopté conforme l'article 4 qui supprimait l'obligation pour les médecins de déclarer leurs absences programmées au Conseil départemental de l'Ordre. Nous avons volontiers rétabli les contrats de bonne pratique et les contrats de santé publique un peu rapidement supprimés par l'ordonnance dite de coordination du 23 février 2010. Ce sont en effet des instruments qui ont fait leurs preuves et dont la logique est complémentaire de celle des nouveaux contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins mis en place par la loi HPST. Enfin, nous nous félicitons, Monsieur le Ministre, d'avoir adopté un amendement du Gouvernement, devenu l'article 3 bis du texte de la Commission, qui permettra d'harmoniser les conditions de rémunération des médecins libéraux participant à la permanence des soins dans les établissements de santé publics ou privés, tout au moins pour ce qui concerne l'indemnisation forfaitaire de la garde ou de l'astreinte. Mais j'en viens à présent aux principales mesures relatives à la médecine de ville, qui toutes gravitent autour de la question très actuelle de l'exercice pluridisciplinaire de la médecine de proximité. Le SIA d'abord, ou Société interprofessionnelle ambulatoire, que nous avons renommé SISA, Société interprofessionnelle de soins ambulatoires. Bien nous en a pris, nous aurions sinon, comme nous l'a fait remarquer Catherine Procaccia, emprunté son sigle au Salon international de l'agriculture. Cette nouvelle forme de société a d'abord été conçue, si nous avons bien compris, pour résoudre le problème du versement et de la répartition des NMR, les nouveaux modes de rémunération expérimentés en application de la loi de financement de la sécurité sociale de 2008. Elle offre un cadre juridique minimaliste et néanmoins complexe, puisqu'il emprunte à la fois à la société civile de moyens et pour les seules activités exercées en commun qui seront dans un premier temps limitées à la société civile professionnelle. Elle semble traduire une certaine réticence à l'exercice sociétal à laquelle il faudra être attentif, car il paraît difficile que l'exercice groupé puisse s'accommoder d'une organisation complètement informelle. Espérons en tout cas que l'affectio societatis ne se limitera pas, dans les CISA, à la nécessité de disposer d'un outil de gestion des NMR. Quoi qu'il en soit, la Commission ne pouvait guère, en une semaine, aller très au-delà de simples aménagements du texte proposé. Elle a ainsi souhaité réserver aux personnes physiques la possibilité de constituer une CISA, la participation de personnes morales étant susceptible de créer des difficultés tant juridiques que pratiques. Elle a supprimé le caractère optionnel de la double nature de SCM et de SCP de la société, qui n'aurait pas été source de clarté, ainsi que des dispositions surpréfectatoires ou dont la singularité ne se justifiait pas, telle la procédure d'enregistrement à l'ARS des statuts des CISA et leurs avenants. Elle a
enfin jugé utile de ne pas fermer aux héritiers ou ayants droit d'un associé décédé la possibilité de devenir associé d'une CISA s'ils remplissent les conditions requises. Mais nous nous sommes aussi beaucoup interrogés sur l'absence de relation entre ces nouvelles sociétés et les ordres professionnels, qui nous paraît inusitée et regrettable. Les ordres professionnels n'étaient en effet même pas mentionnés dans le texte initial. On nous a dit qu'il n'était pas possible, pour des raisons pratiques, que les CISA soient inscrites au tableau de tous les ordres dont relèveraient leurs associés. Nous le regrettons et souhaitons que soient recherchés les moyens d'y remédier. Nous avons voulu en tout cas garantir dès à présent l'information des ordres sur l'existence et les statuts des CISA. Pour l'instant, la CISA apparaît encore, il faut l'admettre, comme un outil juridique sans doute perfectible et certainement appelé à évoluer. L'expérimentation de nouveaux modes de rémunération des personnels de santé, qui doit se poursuivre jusqu'à la fin de 2012, se doublera donc de celle d'une nouvelle forme de société professionnelle qui justifiera sans doute, elle aussi, une évaluation. Permettez-moi à cet instant, Monsieur le Président, d'ouvrir une parenthèse pour faire part au ministre de notre souhait d'être informé du déroulement de ces expérimentations et des modalités envisagées pour leur évaluation. Elles devaient faire l'objet d'un rapport annuel au Parlement. Certes, elles n'ont débuté qu'au début de 2010, mais un rapport devait être élaboré à la fin de l'année dernière et je regrette qu'il ne nous ait pas été communiqué. Mais je ferme cette parenthèse. L'article 2 de la proposition de loi propose une nouvelle rédaction de la définition des maisons de santé qui sera la troisième depuis leur création en 2008. Cette partie de l'article n'appelle pas de longs commentaires, d'autant qu'un nouvel amendement du gouvernement remet en cause à la fois le texte de la Commission et celui de la proposition de loi initiale. Mais je voudrais en revanche insister sur le problème du partage des informations sur la santé des patients que pose aussi cet article. J'ai été, et je n'ai pas été le seul, un peu surpris par l'idée selon laquelle l'exercice coordonné au sein d'une structure supposerait un élargissement de la communication des données personnelles et de santé des patients. La Commission n'a pas non plus compris pourquoi le partage des informations sur la santé des patients devrait obéir à des règles différentes selon que les soins de ville sont assurés par des praticiens et des auxiliaires médicaux exerçant individuellement ou par des professionnels regroupés dans une maison de santé. Nous n'avons en tout cas pas accepté de considérer que le consentement au partage des informations médicales pouvait se présumer. Et je rappellerai dans cet hémicycle, comme je l'ai fait en commission, ce que m'avait appris l'un de mes professeurs de médecine, le secret médical appartient aux malades. J'ajoute que le droit au respect de la vie privée est constitutionnellement protégé. C'est dans le même esprit que nous avons supprimé l'article 12, qui proposait, avec un peu de légèreté, que l'on se passe jusqu'à l'entrée en vigueur de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui du consentement des patients à l'hébergement des données de santé collectées dans les établissements de soins, ce qui, je viens de le rappeler, serait contraire à une exigence de nature constitutionnelle. J'ajoute qu'au moment où on espère enfin le démarrage du dossier médical personnel, et pour encourager l'adhésion à un outil qui sera très utile, il nous paraît important de préserver et de renforcer la relation de confiance entre patients et médecins, de ne pas troubler ce colloque singulier sans lequel d'ailleurs il n'est pas de bonne médecine. J'en viens à présent au volet social et médico-social de la proposition de loi qui rassemble dans les 3 derniers articles du texte des mesures simples et de bon sens. Notre commission les a donc accueillis très favorablement. L'article 14, tout d'abord, permettra de sécuriser le statut juridique des groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les GCSMS, en supprimant une ambiguïté résultant des modifications apportées par la loi HPST et par l'ordonnance de coordination de février 2010 sur la transposition ou non au secteur social et médico-social de la distinction entre GCS de moyens et GCS établissements. Afin de lever toute incertitude, cet article énonce clairement que le GCS-MS n'a pas la qualité d'établissement social ou médico-social.
Le GCSMS n'a en effet pas vocation à devenir un établissement social ou médico-social titulaire d'une autorisation. Notre commission, à l'époque, avait émis de profondes réserves sur la pertinence des GCS établissements lors de l'examen de loi HPST. Nous approuvons donc clairement et pleinement cette utile clarification. L'article 15 réécrit la section 4 du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, relative au financement des actions de modernisation des établissements et services pour personnes âgées et personnes handicapées et des actions de formation de professionnalisation des personnels intervenant auprès de ces publics. Il supprime la division en deux sous-sections, l'une consacrée aux personnes âgées, l'autre aux personnes handicapées, afin de mutualiser les financements attribués au même type d'action. Il donne aussi à la CNSA la possibilité de déléguer dans certains cas aux ARS la gestion des crédits correspondants. Il apporte donc des mesures de rationalisation et des mesures de simplification administrative très positives et qui ont été élaborées d'ailleurs en accord avec le CNSA. Enfin, l'article 16 propose de clarifier la procédure applicable aux transformations d'établissements sociaux ou médico-sociaux. Une lecture combinée des dispositions législatives et réglementaires laisse en effet supposer que certains types de transformations, celles qui ne modifient pas la catégorie de bénéficiaires de l'établissement ou du service, peuvent être mises en œuvre sans autorisation préalable. Une telle interprétation ne peut évidemment être soutenue compte tenu des enjeux associés à la nouvelle procédure d'autorisation à laquelle est attaché nombre de protections des personnes accueillies. Les projets de transformation sans changement de la catégorie de bénéficiaires ne seront donc pas exemptés de la procédure d'autorisation. En revanche, dans un souci d'allègement des démarches administratives, ces projets seront dispensés de l'appel à projets. Cette solution nous a paru équilibrée. Le temps nous étant compté, Monsieur le Président, je ne passerai pas en revue les mesures plus ponctuelles et de nature diverse que comporte la proposition de loi. Nous y reviendrons dans la discussion des articles. Mais je voudrais dire un mot de l'article 9 qui concerne les fondations hospitalières et qui tient à cœur à notre ami Jean-Pierre Fourcade. La loi HPST a créé cette nouvelle catégorie de fondations en s'inspirant des fondations universitaires pour développer la recherche médicale et promouvoir le transfert de crédits privés vers la recherche publique au sein des établissements publics de santé. Un décret au Conseil d'État devait fixer les règles générales de fonctionnement de ces fondations hospitalières, mais le projet de décret soumis au Conseil d'État n'a pas recueilli son assentiment. Le Conseil a relevé à juste titre que la loi HPST ne permet pas aux fondations hospitalières de s'affranchir de la quasi-totalité des règles applicables aux fondations reconnues d'utilité publique. L'article 9 tend donc à leur permettre d'y déroger. Il prévoit par exemple que les fondateurs disposeront de la majorité au conseil d'administration de la fondation et que les directeurs généraux des ARS auront le pouvoir de contrôler les fonds affectés aux fondations par l'établissement public de santé et seulement ceux-ci. Cette nouvelle rédaction ne nous a pas paru satisfaisante. Elle n'apporte en effet, selon nous, aucune garantie, ni en matière de prévention des risques ou de conflits d'intérêts, ni sur le plan de contrôle de l'utilisation des fonds publics hospitaliers. C'est pourquoi la Commission a supprimé cet article. Il ne nous a pas semblé qu'il y ait de réelle urgence. Il ne nous a pas paru plus sérieux d'approfondir la réflexion, d'autant que nous pouvons parfaitement nous en tenir au texte actuel de la loi HPST et que d'autres dispositifs juridiques peuvent être utilisés, comme les fondations de coopération scientifique. J'ajoute d'ailleurs que pour bénéficier de financements accordés, dans le cadre en particulier du grand emprunt, le statut requis est celui des fondations de coopération scientifique. Je mentionnerai aussi, j'ai bientôt terminé, les deux autres articles nouveaux que la Commission a ajoutés au texte initial de la proposition de loi. L'un, l'article 14A, propose la suppression des groupements de coopération sanitaire établissements, sur lesquels nous avions exprimé d'assez vives réserves lors de l'examen de la loi HPST et qui ne sont toujours pas convaincants. L'autre, l'article 9 bis, tend à faire avancer l'idée d'une publication des liens d'intérêt entre médecins et laboratoires sur le modèle des Sunshine Act américains. Ce texte, très technique, nous offrait l'opportunité d'améliorer la loi HPST. Nous ne pouvions que la saisir.
C'est pourquoi, Monsieur le Président, mes chers collègues, la Commission des affaires sociales demande au Sénat d'adopter la proposition de loi dans le texte de la Commission, complété par les amendements auxquels elle a donné un avis favorable. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est maintenant à monsieur Xavier Bertrand, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre Jean-Pierre Fourcade, Mesdames et Messieurs les sénateurs. La loi HPST a profondément modernisé notre système de santé. Elle vise à mettre en place une offre de soins graduée, de qualité, accessible à tous, pour répondre à l'ensemble des besoins de santé de nos concitoyens. Vous le savez, cette loi a été élaborée à l'issue d'un long processus de concertation et d'échange. Des débats issus notamment de la commission Larcher, des échanges des états généraux de l'organisation des soins et des conclusions des rapports Ritter et Flageolet. Ne nous voilons pas la face, certaines difficultés sont néanmoins apparues dans l'application de la loi. Et le gouvernement s'était engagé à apporter les améliorations nécessaires. C'est donc d'une certaine façon à une évaluation plus rapide et donc nécessaire que vous avez décidé de procéder, Monsieur le ministre. Et le gouvernement vous soutient totalement dans cette démarche. Totalement. C'est d'ailleurs ce que permet cette proposition de loi. Elle corrige certaines dispositions qui se sont révélées d'application difficile et elle introduit aussi des dispositions nouvelles qui sont apparues, pour elles-mêmes, nécessaires. Le texte porte notamment des mesures issues de la concertation sur la médecine de proximité que nous avons menée avec Nora Béra le 6 janvier dernier, avec les syndicats de médecins libéraux et les étudiants et internes en médecine générale. Vous étiez d'ailleurs présents. Comme l'a montré le rapport Hubert remis au Président de la République, les médecins libéraux ont besoin de mesures concrètes, notamment pour libérer du temps médical et leur permettre de mener à bien leur mission première, soigner. Ce texte permet ainsi de renforcer l'attractivité de la médecine libérale de premier recours, parce que tous les Français souhaitent avoir un médecin près de chez eux, même si je n'oublie pas que dans la médecine de proximité, il y a le médecin généraliste, il y a aussi les spécialistes, il y a aussi les paramédicaux. C'est l'objectif notamment d'un certain nombre de points sur lesquels je voudrais insister. La création de la Société interprofessionnelle de soins ambulatoires. Cette nouvelle société donne un cadre juridique nouveau aux professionnels de santé médicaux et paramédicaux qui souhaitent tout simplement travailler ensemble. Cette disposition permettra de ne pas exclure du dispositif des nouveaux modes de rémunération les professionnels de santé qui ont choisi d'exercer en société. Les maisons de santé, elles sont désormais dotées de la personnalité juridique et composées de professionnels médicaux, d'auxiliaires médicaux et de pharmaciens. Le contrat santé-solidarité, la proposition de loi, retire la partie coercitive du dispositif et ne conserve que la part incitative du contrat. Les déclarations d'absence, le texte supprime l'obligation de déclaration des absences programmées des médecins qui exercent en ambulatoire. Quant aux contrats de bonne pratique, le texte rétablit la base juridique des contrats de bonne pratique et des contrats de santé publique. Il s'agit principalement de pouvoir continuer à rémunérer sur une base satisfaisante les professionnels qui ont souscrit de tels engagements. Vous le savez, cette proposition de loi est très attendue de la part des professionnels de santé. Ils souhaitent des mesures simples, pragmatiques et efficaces pour favoriser l'exercice médical et paramédical de proximité. Les choix que nous faisons, les choix que vous nous proposez sont des choix d'avenir. J'en profite, même si ce n'est pas dans le cœur du dispositif, pour insister sur un point sur lequel je reviendrai devant le Sénat à l'occasion des textes sur la bioéthique, en vous disant un mot de l'ordonnance de biologie. Lors de la discussion sur le projet de loi bioéthique, un amendement a conduit à supprimer cette ordonnance de biologie. L'Assemblée nationale a voulu ainsi donner un signal afin de soulever plusieurs difficultés posées par cette ordonnance, notamment la nomination de PUPH en biologie, les ristournes sur les prix des actes et les prélèvements par les infirmières en cabinet libéral. Je tiens à rassurer tous ceux, en premier lieu les biologistes, qui s'inquiètent de cette situation. Le texte, aujourd'hui, reste en vigueur. Il n'y a pas eu de vote sénatorial. Et il n'est pas question non plus de supprimer cette ordonnance qui permet d'organiser le fonctionnement de la biologie dans notre pays. Il faut, nous le savons, retravailler sur certains points spécifiques de cette ordonnance d'ici le passage au Sénat. Ce sera l'objet des travaux des prochaines semaines en concertation. Je le dis parce que je sais, Monsieur le Ministre, qu'il y avait de fort nombreuses demandes à prendre en compte dans ce texte. Mais je pense qu'il était important, oui, de rassurer, Président Fischer, je vous rejoins une fois de plus, sans vouloir vous compromettre, de dire qu'il faut rassurer pour avancer dans le cadre d'une médecine qui est au service de nos concitoyens. C'est l'objet de ce texte. Le gouvernement le soutient totalement.
Bien. Merci, Monsieur le ministre. Alors maintenant, nous allons entendre notre collègue Gilbert Barbier pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, fruit d'un projet du gouvernement et de débats très approfondis au Parlement, la loi HPST visait à garantir à tous nos concitoyens l'accès à des soins de qualité en toute sécurité sur l'ensemble du territoire. Cette ambition était majeure face à un problème de la démographie médicale notamment. C'est pourquoi, si le vote de cette loi était une étape importante, l'essentiel est surtout de réussir sa mise en œuvre, de garantir son application effective, de rendre ses effets tangibles pour nos concitoyens comme tous les professionnels de santé. C'est d'ailleurs dans cette perspective que notre collègue Jean-Pierre Fourcade s'est vu confier tout spécialement une mission d'évaluation de la mise en œuvre des mesures relatives à l'hôpital et aux ARS avec des représentants de l'État, des hôpitaux et des associations. En attendant son rapport en juillet prochain, il propose d'ores et déjà d'apporter à la loi HPST quelques aménagements, non pas tant dans le secteur hospitalier, mais pour beaucoup des articles sur ce que l'on appelle communément les soins de ville, afin de mettre fin à certains dysfonctionnements qu'il a pu constater. Je salue bien entendu l'objectif de cette proposition de loi. Toutefois, je regrette que sur un sujet aussi important et complexe, traitant de volets très divers et multiples, nous n'ayons eu que quelques jours pour travailler ce texte. Pourquoi une telle précipitation ? La Commission des affaires sociales, malgré toute la bonne volonté de sa présidente, n'a pas pu se saisir sur le fond de plusieurs problèmes qui auraient nécessité pour le moins quelques auditions des professionnels concernés. Chacun d'entre nous a pu se rendre compte de l'émoi provoqué par certains articles, et cela est bien compréhensible. Et en dépit de ces conditions difficiles, le rapporteur a effectué un travail de qualité, s'attachant à faire la synthèse des propositions. Je partage son analyse et approuve les amendements qu'il a présentés en commission sur de nombreux points, à l'exception de ceux qui concernent la Société interprofessionnelle de soins ambulatoires à l'article 1, de ceux concernant les produits de santé et plus spécialement les prothèses et appareillages dentaires à l'article 6, ou encore le Sunshine Act à l'article 9 bis. Avant d'exprimer mes réserves sur ces points cruciaux, je dois remercier notre collègue Jean-Pierre Fourcade d'avoir proposé de revenir sur deux dispositions de la loi HPST que j'avais combattues en son temps, la pénalité attachée au contrat de santé solidarité et la déclaration obligatoire des absences programmées. Ces mesures étaient particulièrement vexatoires pour les médecins. Depuis plusieurs années, les solutions aux problèmes de la démographie médicale et de la continuité des soins font débat et surtout polémique. Personnellement, je l'ai toujours dit, je ne crois pas que dans un contexte de désaffection de la médecine libérale, les mesures coercitives soient de bonnes méthodes. Elles seraient même plutôt dissuasives. La carrière de médecin fait certes encore rêver des générations de jeunes gens qui y voient non seulement une manière de gagner leur vie, mais aussi une forme d'engagement, d'altérité, d'humanisme. En revanche, à la différence de leurs aînés, les jeunes diplômés rejettent le schéma traditionnel du médecin à tout faire, isolé dans son cabinet, corvéable jour et nuit. Parmi les nouveaux inscrits à l'ordre au 1er janvier 2010, moins de 10% exercent en cabinet isolé. 2 tiers ont opté pour une activité salariée et 1/4 pour des remplacements. Ce faible attrait pour l'exercice libéral se vérifie aussi en radiologie, pourtant une discipline considérée comme la plus lucrative. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas le niveau insuffisant de la rémunération qui prime le refus de l'installation, mais la charge administrative trop lourde, la solitude de l'exercice ou encore les contraintes des gardes. En plus d'une grande difficulté d'application, les dispositifs de la loi HPST n'apportent pas de garantie pour une installation durable des professionnels dans les zones sous-denses et remettent en cause la liberté d'installation. Dans un souci d'apaisement, Roselyne Bachelot avait mis entre parenthèses leur application. Aujourd'hui, il est proposé de les supprimer, je m'en félicite. Ceci étant, je suis conscient que le problème de l'accès et de la continuité des soins est réel dans plusieurs secteurs du territoire, non seulement en milieu rural, mais aussi dans les zones suburbaines et les quartiers difficiles.
mais l'organisation doit privilégier le volontariat et l'exercice collectif. Le rapport d'Elisabeth Hubert, qui a été cité, remis en novembre au Président de la République, proposait un ensemble de mesures intéressantes. Vous les connaissez, il n'est pas lieu de les détailler. L'article 1er de la proposition de loi vise d'ailleurs à créer une nouvelle forme de société, la CISA, permettant l'exercice en commun de certaines activités par des professionnels de santé relevant de professions différentes. Je pourrais comprendre l'intérêt immédiat de cet article, qui est de résoudre le problème du versement et de la répartition des rémunérations perçues dans le cadre de l'expérimentation des nouveaux moyens de rémunération. Mais avouez qu'à l'heure où nous faisons de la simplification administrative une priorité, inventer une nouvelle structure, de surcroît aussi complexe, n'a rien de très cohérent. Le rapporteur lui-même disait en commission que le statut de la SIA avait mis ses facultés d'analyse à rude épreuve. Quoi qu'il en soit, cet article présente dans son écriture actuelle de nombreuses incertitudes qui font douter de son application et de son interprétation. Alors que l'auteur de la proposition avait inclus les personnes morales dans ces structures, la Commission a souhaité les réserver aux seules personnes physiques. Quelle est la justification de l'une ou l'autre de ces positions? De même, pourquoi exclure du champ de cette nouvelle forme de société les activités de dépistage et de prévention? Il y a bien d'autres questions sur lesquelles je reviendrai lors de l'examen de l'article. Cette CISA représente, à mon avis, une menace grave pour l'exercice libéral de la médecine. Elle pourra conduire à des abus de dichotomie que le texte initial avait signalés sous le terme de compérage, et pourquoi pas, c'est pourquoi j'en proposerai la suppression. Un autre point qui me paraît loin d'être résolu est celui du coût de la traçabilité des prothèses et appareillages, notamment dentaires. Nous avions longuement débattu de cette question lors de l'adoption de la loi HPST. Bien entendu, je ne remets pas en cause le droit à l'information des patients et la nécessité d'une plus grande transparence. Je ne nie pas non plus qu'il y a parfois des abus de la part de certains chirurgiens dentistes. Mais là encore, n'ajoutons pas de la complexité inutile. On impose aux professionnels de santé de communiquer de manière dissociée le prix d'achat de chaque élément de l'appareil proposé, le prix de toutes les prestations associées. Sachons reconnaître qu'un tel niveau de détail est tout simplement impossible et de surcroît inutile pour le patient. Quel est l'intérêt de connaître le prix de chacun des éléments d'appareillage tels que les orthèses et les orthoprothèses qui peuvent comporter un grand nombre de petites pièces? Chacun sait ici qu'il est facile aussi de contourner la règle. L'article 6 de la proposition de loi initiale atténue un peu la rigueur voulue par la loi HPST en substituant au prix d'achat le coût des matériels. Cette rédaction n'est peut-être pas totalement satisfaisante, mais si nous supprimons cet article comme l'a souhaité la Commission, nous nous privons de la possibilité de revenir sur ce point. C'est pourquoi j'ai déposé un amendement rétablissant le texte tel que Jean-Pierre Fourcade l'avait présenté, sachant que la traçabilité me paraît être l'élément déterminant pour lequel il ne faut pas transiger. Enfin, l'article 9 bis inséré à l'initiative du rapporteur propose de rendre publics les liens d'intérêt entre les entreprises pharmaceutiques et les membres des professions médicales, seulement d'ailleurs, sur le modèle du Sunshine Act américain. Je suis évidemment favorable à cette mesure. En matière de santé, plus que tout autre, l'indépendance de l'information et de l'expertise est un impératif. Il ne s'agit pas de stigmatiser quiconque, et surtout pas le corps médical, mais la gestion de la grippe H1N1 et l'affaire du Mediator montrent clairement qu'un manque de transparence jette le discrédit sur tout le système. Cela étant, j'aurais préféré qu'on attende les préconisations de la mission d'information récemment constituée par le Sénat sur le Mediator. Il y a en effet bien d'autres aspects à traiter et la rédaction proposée à l'article 9 bis pose des questions. Comment, par exemple, s'appliquera-t-il aux entreprises étrangères? Je rappelle aussi que la mission sur le médicament que j'ai présidée a en son temps rendu le rapport intitulé « Restaurer la confiance » qui malheureusement n'a pas été entendu, Monsieur le Ministre. Au-delà des propositions qui nous sont faites aujourd'hui, il est un autre sujet qui mérite d'être évoqué, c'est celui de la responsabilité civile professionnelle médicale. Nous en avons débattu longuement à plusieurs reprises, la dernière fois dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale 2010. L'article 44 de cette loi est loin d'avoir réglé le problème des trous d'assurance. Les médecins restent ainsi exposés à un risque de ruine, tandis que les patients demeurent, eux, exposés au risque d'insolvabilité des praticiens.
Avec d'autres collègues, j'ai déposé régulièrement un amendement prévoyant l'intervention de l'ONIAM dans tous les cas où la couverture d'assurance médicale est épuisée ou expirée et sans que l'Office ne puisse obtenir remboursement de ces sommes. J'ai essayé de le réintroduire dans ce débat, mais les fourches codines de l'article 40 sont passées par là. Monsieur le ministre, cette affaire doit trouver sans retard une solution, car elle n'a que trop duré et conditionne la survie de l'exercice libéral, notamment de l'obstétrique. Votre prédécesseur a confié au printemps dernier une mission de concertation à Gilles Joannet et s'est engagé devant nous sur un calendrier. Remise du rapport fin janvier 2011 et mise en œuvre des mesures d'application dans les 3 mois suivants. Où en est-on aujourd'hui? Enfin, un dernier mot sur un problème soulevé par un amendement de notre collègue Philippe Adnot et qui fait écho à un amendement adopté par l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi bioéthique. Je veux parler des conditions d'exercice de la profession de biologiste médical. Sous l'impulsion des ministres de l'Enseignement supérieur et de la Santé, ces conditions ont été encadrées de façon très stricte. L'ordonnance prise par le gouvernement en janvier dernier réserve l'exercice de la profession de biologiste aux seuls médecins et pharmaciens titulaires d'un diplôme d'études spécialisées en biologie médicale ou d'une qualification en biologie médicale délivrée par les instances ordinales au regard des compétences prouvées par les candidats. Certains voudraient aujourd'hui créer une 3e voie d'accès en permettant au personnel enseignant et hospitalier des CHU non titulaires de la formation qualifiante d'y exercer comme biologistes médicaux et d'assumer la responsabilité de pôle de laboratoire. Rejeté par le Parlement lors de l'examen de la PPL relative aux activités immobilières des établissements supérieurs en décembre dernier, cette initiative légitime par ailleurs un système où les chercheurs tendent à se coopter entre eux au travers de critères subjectifs, donnant ainsi une image négative de notre système hospitalo-universitaire à l'international. L'abrogation de l'ordonnance portant réforme de la biologie médicale par un amendement adopté à la Sauvette, sans justification sur l'ensemble du texte dans le cadre d'une loi, la loi de bioéthique, n'ayant aucun lien avec le sujet, a provoqué l'émoi de la profession. Je peux le comprendre, chassez-le par la porte, il revient par la fenêtre. Je crois, Monsieur le ministre, qu'il n'est pas raisonnable de laisser remettre en cause une réforme qui s'inscrit dans une démarche de qualité, de sécurité sanitaire et de santé publique pour des raisons obscures. Cette méthode est de surcroît méprisante pour le travail de fond qui a été réalisé pendant plus de 2 ans par le ministère en concertation avec l'ensemble des acteurs de la biologie médicale française. Voici, Monsieur le ministre, mes chers collègues, les quelques observations que je souhaitais faire sur cette proposition de loi que j'ai eu l'occasion de développer à l'occasion de l'examen des articles. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Maintenant, la parole est au président Guy Fischer pour le groupe CRC. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, il y a de cela moins de 2 ans, le Parlement adoptait le projet de loi que lui avait soumis le gouvernement, Hôpital, Patients, Santé, Territoire, censé réformer l'organisation hospitalière, sanitaire et médico-sociale. Loin de la satisfaction partagée entre le gouvernement et les parlementaires de sa majorité, cette loi, souvenez-vous-en, a réussi à réunir contre elle l'ensemble des professionnels de la santé, des infirmiers au mandarin, au sein des établissements publics comme du privé non commercial, et a soulevé la colère légitime des associations de patients, d'usagers et d'élus locaux. Pour notre part, nous étions convaincus, pour reprendre la formule employée alors par mon ami François Autain, qu'avec cette loi, tout convergeait vers la privatisation de notre système de santé. Depuis, notre conviction n'a pas changé et l'on observe chaque jour la manière dont cette privatisation inavouée gagne du terrain. Il faut dire que cette loi part du postulat que nous récusons, selon lequel la santé devrait être subordonnée à une logique comptable. Notre opposition à cette règle n'exclut naturellement pas de rechercher la réalisation d'économies dans les secteurs sanitaires et médico-sociaux, mais à condition que ces économies ne soient réalisées ni sur le compte des personnels, qui sont des acteurs incontournables de la santé, ni sur celui de nos concitoyens. Or, vos politiques successives se sont toutes traduites par une réduction aveugle des moyens,
entraînant une réduction importante dans l'accès aux soins. Votre obsession, Monsieur le Ministre, de transformer l'hôpital public en des entreprises de soins, tout inspirées du modèle privé commercial, vous a conduit à imposer la tarification à l'activité, la T2A, et la convergence publique-privée. Ces deux mesures constituent aujourd'hui de véritables handicaps pour les hôpitaux publics et sont lourdes de conséquences pour nos concitoyens. Je ne prendrai que deux exemples. Il aura fallu attendre l'adoption de la dernière loi de financement de la sécurité sociale pour qu'enfin soit précisé que la convergence publique-privée ne devait s'appliquer qu'en faveur des prix les plus bas et non pas automatiquement en appliquant au public les tarifs du privé. Cette évolution souhaitable constitue la démonstration que votre priorité résidait moins dans la réalisation de quelques économies que dans votre volonté toute dogmatique d'assimiler en tout point le privé au public. Je tiens d'ailleurs, à cet effet, à rappeler que votre gouvernement s'est toujours opposé à ce que l'on intègre les tarifs des professionnels de santé aux tarifs des établissements privés lucratifs. Cette distinction artificielle permet en effet de faire croire que les actes réalisés dans le privé coûtent moins cher que ceux réalisés dans le public. Or, c'est oublier que les prix pratiqués dans le public sont, si je puis dire, tout compris et intègrent les honoraires des médecins. Si vous tenez tant à comparer les tarifs du public et du privé, alors vous ne devez pas craindre la comparaison intégrale. Autre exemple, la T2A. Ce mode de financement reposant sur l'activité réalisée au sein des établissements n'est pas adapté à certaines activités hospitalières. Je pense particulièrement, pour revenir à un débat que nous avons eu récemment, aux soins palliatifs. Selon Gérard de Poupourville, professeur au département management de la santé, ce système pousse à l'efficience, mais avec un risque de sous-prise en charge des patients et une incitation à fractionner les séjours, ce qui est naturellement impossible dès lors qu'il s'agit de soins palliatifs. D'ailleurs, la Cour des comptes le reconnaît elle-même dans l'un de ses rapports, le système pourrait déboucher sur une éventuelle dégradation de la qualité des soins prodigués ou sur une sélection des patients pour éviter de prendre en charge les cas les plus lourds, et c'est ce que nous observons bien souvent. La T2A présente par ailleurs, chacun le sait, des effets pervers pour les comptes sociaux. Nous ne sommes pas les seuls à le penser. Un rapport conjoint de l'IGAS et de l'IGF a déjà souligné que la T2A pouvait avoir pour effet d'entraîner une inflation de soins. Chaque maladie traitée rapportant une somme déterminée à l'hôpital, la T2A favorise par exemple l'augmentation artificielle des durées d'hospitalisation pour les pathologies rémunérées à la journée, encourage à tirer le diagnostic vers l'affection la plus lucrative et à fragmenter la prise en charge pour multiplier les factures ou encore à réaliser des actes qui ne sont pas indispensables. En somme, il s'agit d'inciter les établissements à faire du chiffre, et ce d'autant plus que depuis l'adoption de la loi HPST, le directeur général de l'Agence régionale de santé peut décider de placer les établissements rencontrant des difficultés financières sous tutelle administrative. D'une manière générale, la T2A organise une concurrence entre les cliniques commerciales et les hôpitaux publics. Une concurrence déloyale, puisque ces derniers, obligés de prendre en charge toute l'année, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tous les patients qui se présentent, alors que le secteur à but lucratif peut choisir les patients les plus rentables. Autrement dit, comme le souligne l'économiste Gérard de Poupourville, les hôpitaux publics sont pénalisés par le fait de ne pouvoir choisir leurs patients. Alors, on le voit bien, ces deux éléments qui sont la convergence des tarifs et la rémunération à l'activité, qui constituent l'ossature de votre politique sanitaire, jouent contre l'hôpital public, c'est-à-dire contre les seules structures capables d'assurer l'égalité entre nos concitoyens en matière d'accès aux soins. Voilà, je tenais à réaffirmer cela en prélude à notre discussion. À cet égard, la proposition de loi présentée par Monsieur le ministre, par notre collègue Jean-Pierre Fourcade,
n'apporte aucune solution. Elle entérine ce modèle économique que nous ne pouvons que contester. Par ailleurs, mes chers collègues, si nous avons cru un temps, ou tout du moins espéré, que cette proposition de loi allait porter des réponses concrètes aux difficultés que rencontrent nos concitoyens à accéder aux soins, aujourd'hui, nous sommes déçus. Il s'agit pourtant d'un enjeu capital, puisque malgré la loi HPST, malgré les règles incitatives que vous n'avez cessé de développer, l'accès aux soins se dégrade encore. La majorité sénatoriale avait décidé, lors de l'examen de cette loi, de supprimer les quelques avancées obtenues à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, avec cette proposition de loi, elle entend supprimer les quelques mesures, certes symboliques, qui avaient résisté à l'examen de la loi par le Sénat et supprime les sanctions en cas de non-respect des contrats solidaires. Voilà, nous y sommes. Il s'agit avant tout de supprimer les sanctions et donner tous les gages au secteur libéral. Tout cela, mes chers collègues, donne l'impression, malgré le rapport Hubert, malgré le rapport Valencien, que vous refusez de prendre à bras-le-corps, l'important dossier de la médecine libérale. Le système actuel est à bout de souffle et ne permet pas de répondre aux besoins de nos concitoyens. Ils sont pourtant clairement définis et se concentrent sur 3 questions fondamentales: la permanence des soins, la persistance et l'extension des zones sous-médicalisées, ainsi que l'explosion des dépassements d'honoraires, dont, bien entendu, il ne s'agit pas d'en parler. Pour nous, la permanence des soins doit continuer à être considérée comme une mission de service public. Cette exigence est une exigence de qualité et d'égalité entre nos concitoyens, puisque seule cette nature est capable de rendre la permanence des soins opposable. Il ne s'agit pas pour nous de contraindre les médecins, mais d'assurer la satisfaction des besoins en santé. C'est pourquoi nous considérons qu'elle ne peut pas être facultative. Quant aux déserts médicaux, il y a fort à parier que, malgré l'adoption probable de cette proposition de loi, ils ne se résorberont pas. Nous n'avions pas voté en faveur des contrats solidaires, considérant qu'ils étaient difficiles à mettre en œuvre, mais nous avons tout de même été surpris d'apprendre par voie de presse que la ministre de la Santé de l'époque, Mme Bachelot, avait décidé seule, cela a été réaffirmé à l'occasion d'un congrès des médecins généralistes réunis à Nice, de ne pas les appliquer. Je veux réaffirmer ici notre opposition à ce type de procédé. Le gouvernement ne peut pas décider seul de surseoir à l'exécution d'une mesure adoptée par le Parlement. Au moins, cette proposition de loi a le mérite de clarifier les choses et permet sans doute, c'est comme cela que nous le comprenons, d'envoyer un signal fort en direction des médecins qui sont de potentiels électeurs. Car, à vrai dire, les articles concernant les soins de premier recours et que le rapporteur considère être le cœur de cette proposition de loi ne nous semblent pas suffisants. Le fait de permettre à une société civile composée de médecins et d'auxiliaires médicaux de pouvoir bénéficier de financement de la part de l'assurance maladie n'est qu'une incitation marginale à l'exercice regroupé. On sait en effet que ce mode d'exercice est aujourd'hui plébiscité et notre rapporteur l'a très bien défini. De plus en plus de jeunes médecins se disent intéressés par un exercice regroupé, vous l'avez dit, Monsieur Milon, se disent donc où celui-ci permet à la fois la complémentarité des pratiques et permet également de rompre avec leur isolement. Or, ils sont aussi de plus en plus nombreux à refuser à s'inscrire dans un schéma où ils seraient d'abord et avant tout des gestionnaires de structures ou des entrepreneurs. Cela explique sans doute pourquoi ils sont de plus en plus nombreux à accepter une pratique longtemps décriée, celle de l'exercice salarié. Et les éléments chiffrés que vous avez donnés, Monsieur Alain Milon, parlent d'eux-mêmes. Peut-être cette nouvelle société de moyens donnera-t-elle envie à des médecins d'exercer de manière regroupée. Mais la question que nous devons nous poser est en réalité la suivante. Cela suffira-t-il à réduire les déserts médicaux? À cette question, nous répondons par la négative, car elle vise en réalité à empêcher toute remise en cause du dogme auquel les représentants des médecins libéraux sont très attachés, celui de la liberté d'installation.
Pour notre part, il est temps que ce concept évolue. Il n'est en effet pas acceptable qu'en raison de ce principe lié à un exercice libéral, les pouvoirs publics ne disposent pas à leur côté des outils leur permettant d'assurer un autre principe bien plus important à nos yeux, celui de l'accès de tous à une médecine de proximité. Les politiques incitatives que vous avez développées depuis des années présentent deux inconvénients. Celui de reposer exclusivement sur les financements des collectivités locales et territoriales, ce qui revient à appliquer à la médecine de proximité la fracture sociale liée aux richesses des territoires, mais aussi l'inconvénient majeur de n'avoir aucun effet concret. Nous sommes aujourd'hui dans une situation paradoxale. Il n'y a jamais eu autant de médecins et pourtant les besoins non satisfaits n'ont jamais été aussi grands. C'est pourquoi nous proposerons au cours de nos débats un certain nombre d'amendements tendant à limiter l'installation des médecins dans les zones surdenses et à encadrer les conditions de leur installation. Je ne me fais aucune illusion sur leur adoption. Ça, je vous le dis. Il n'y a plus lieu d'attendre. Selon les projections, tout pense à croire que le nombre de médecins de premier recours aura tendance mécaniquement à décroître. Selon les atlas régionaux de la démographie médicale, le nombre des médecins en activité devrait en effet diminuer de 10% à l'horizon 2025. Si la densité médicale était de 275 généralistes pour 100 000 habitants en 1985 et de 340 praticiens en 2005, toutes les études prévoient, à l'horizon 2025, qu'elle tombe à 283 généralistes pour 100 000 habitants, soit un taux à peine supérieur à celui du milieu des années 80, alors que les besoins, eux, ont considérablement augmenté, du fait notamment du vieillissement de notre population. Refuser d'agir aujourd'hui, c'est prendre des risques que demain, la situation ne s'aggrave une nouvelle fois. Enfin, dernier enjeu, celui de l'accès aux soins à des tarifs opposables. Cette question est primordiale dans la mesure où l'explosion des dépassements d'honoraires fait courir le risque d'une médecine à double vitesse. Et je pense plus particulièrement aux spécialistes, écartant des soins celles et ceux qui ne disposeraient pas des ressources financières à la hauteur de leur état de santé. À l'occasion des débats sur la loi HPST, nous avions proposé que l'accès à des tarifs opposables soit un élément essentiel de la détermination du schéma régional de l'organisation sanitaire. Vous vous y êtes opposés, laissant perdurer une situation inacceptable, tout en envoyant un très mauvais signal aux professionnels de santé, les laissant libres de déterminer en leur âme et conscience si les dépassements qu'ils pratiquent sont conformes au tact et à la mesure. Aujourd'hui, certains préconisent d'autoriser la modulation du prix de la consultation en fonction de l'importance de celle-ci. Nous y sommes opposés, considérant que cela reviendrait de fait à autoriser les médecins à pratiquer des tarifs discriminatoires ou, dans le meilleur des cas, à faire naître le doute chez le patient qui, par définition, a besoin de pouvoir faire confiance en son médecin. De la même manière, nous ne considérons pas que le secteur optionnel soit de nature à résoudre ce que l'IGAS estimait être, dans son rapport en 2007, un recul de la solidarité nationale contraire aux principes fondateurs de l'assurance maladie. Ce nouveau secteur n'est pour nous qu'une incitation en direction des médecins pratiquant les tarifs conventionnels à imposer des dépassements d'honoraires qui seraient légalement autorisés. Le pendant étant naturellement une prise en charge par les complémentaires santé. Or, on sait que le transfert de la solidarité nationale par le biais de la sécurité sociale vers la capacité financière des patients, par le biais des contrats complémentaires, est de nature à accroître les inégalités sociales en santé. Il me reste une page. Mais je n'ai pas dépassé mon temps, regardez. Hein? Une minute. Or, on sait que le transfert de la... Alors, c'est pourquoi nous considérons qu'il est impératif d'agir aujourd'hui et avec courage pour garantir l'accès de toutes et tous aux tarifs conventionnés. Alors, de tout cela, eh bien, cette proposition de loi ne parle pas. Elle se limite à une correction à la marge de la loi HPST, se refusant d'agir sur l'essentiel. Pendant que nous débattons de ce texte, les hôpitaux publics
continuent à subir des plans de rigueur sans précédent et continueront à les subir demain. Pendant ce temps, les patients continuent à être victimes de discrimination aux soins en fonction de leur origine, de leur régime d'assurance, de leurs ressources financières ou de leur lieu de résidence, et cela continuera demain malgré l'adoption de cette proposition de loi. S'il fallait, mes chers collègues, ne retenir qu'un qualificatif pour cette proposition de loi, ce serait sans doute celui qu'a choisi le quotidien du médecin de Reconquête, présenté dans l'article en date du 14 février dernier comme étant destiné à arrondir les angles entre la majorité et les médecins. Vous comprendrez aisément que dans ce contexte, et parce que l'objet de cette PPL n'est pas la satisfaction des besoins et attentes légitimes de nos concitoyens, que nous votions contre cette proposition de loi. Merci. Vous n'avez pas été très discipliné, Monsieur le Président. Comme d'habitude. Si, c'est un dérapage qui vous est pas coutumier. Bien, mes chers collègues, nous allons maintenant entendre avec intérêt Madame Roselle Cros pour le groupe Union centriste. Je suis heureux de l'accueillir à la tribune. C'est sa première intervention depuis qu'elle est sénateur. À la tribune. Première intervention à la tribune, je dis bien. Bien. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, effectivement, nouvelle arrivée dans cet hémicycle et membre de la Commission des affaires sociales, je suis d'emblée plongée depuis 3 semaines au cœur d'enjeux sociétaux déterminants pour notre pays, dont aujourd'hui celui de la démographie médicale. Parce que, ne nous trompons pas, c'est principalement de cela dont il est question dans cette proposition. Premier texte bilan de la loi HPST du 21 juillet 2009, la présente proposition de loi ne revient absolument pas sur son volet central, c'est-à-dire celui de la gouvernance. C'est un texte transitoire qui nous est soumis et, disons-le, très diversifié sur ces sujets. Ses principaux articles portent sur le volet ambulatoire de la loi HPST et je me concentrerai sur ce thème. Comment lutter contre la désertification médicale et donc préserver l'accès et la qualité des soins? Telle est la question posée, question que nous sommes déterminés à résoudre et qui correspond à une inquiétude grandissante de la population. La Haute Assemblée en a pris conscience et lui a consacré déjà une séance de questions cribles. Je rappelle également que la proposition de loi du groupe Union centriste sur la médecine du travail entendait aussi répondre à un problème spécifique de démographie médicale. Enfin, lors de la question orale du 12 janvier dernier sur la ruralité, Bruno Le Maire a admis que l'égal accès aux soins sur l'ensemble du territoire était une priorité absolue. Dans la perspective de cette prise de conscience politique largement partagée, la présente proposition de loi est porteuse d'avancées, se plaçant dans une logique d'amélioration progressive en fonction des retours d'expérience, mais elle apparaît comme encore perfectible sur certains points. Nous ne pouvons ainsi que souscrire à ces 2 premiers articles qui visent à faciliter l'exercice collectif de la médecine ambulatoire. En créant la SISA, Société interprofessionnelle de soins ambulatoires, l'article 1er répond à un besoin juridique des professionnels de santé relevant de professions différentes et désireux de s'associer. Aujourd'hui, aucun cadre ne semble répondre aux contraintes juridiques et fiscales de tels groupements. C'est un frein, en particulier pour les jeunes praticiens. Bien sûr, la SISA n'est peut-être pas la solution miracle, mais elle mérite d'être expérimentée, quitte à ce que le législateur en amodit encore le régime dans l'avenir. L'article 2 va dans le même sens, en précisant le statut des maisons de santé qui avait été modifié par la loi HPST. Je voudrais à cet instant saluer le sérieux et l'excellent travail technique fourni par notre commission des affaires sociales et en particulier par notre rapporteur Alain Milon, notamment sur ces 2 articles. Un travail d'autant plus fondamental que chacun de nous en a bien conscience, à terme, nous ne ferons reculer les déserts médicaux
qu'en développant l'exercice regroupé et interprofessionnel de la médecine, c'est une demande des jeunes praticiens confrontés à l'accroissement de la complexité de leur métier. En attendant que la pratique médicale évolue en ce sens de façon généralisée, comment influer sur la répartition de l'offre de soins? Entre incitation et sanction, le cœur des pouvoirs publics balance et il semble désormais préférer l'incitation. Sans vraiment porter atteinte à l'exercice libéral, la loi HPST avait institué des mesures un peu contraignantes pour les praticiens qui les ont très mal vécues. Mesures sur lesquelles la présente proposition de loi entend revenir. Adoptons une position centriste. Je crois que sur ce thème, il faut être nuancé. Commençons par employer les termes justes. L'article L. 1434-8 du Code de la santé publique prévoit une contribution financière en cas de refus de signature ou de manquement au contrat de santé solidarité. Cette contribution ne doit pas être qualifiée de sanction. C'est un terme qui a choqué le milieu médical, ce qui se comprend. Les médecins n'acceptent, vous le savez, d'être sanctionnés que par leurs pairs. Parlons plutôt de pénalité. En effet, que nous propose-t-on? L'article 3 du texte supprime la contribution afférente au contrat santé-solidarité. Dans la loi, cette pénalité est encourue par les praticiens à la fois en cas de refus de contractualisation et en cas de non-respect des obligations contractuelles. Nous approuvons la suppression de la pénalité pour refus de contractualiser. Les médecins sont libres et doivent le demeurer. Et la base de la contractualisation n'existe que par le volontariat. En revanche, il est excessif de supprimer également la pénalité pour non-respect des obligations contractuelles. Il est bien naturel que, comme dans n'importe quel cadre contractuel, le respect des engagements soit assuré. La pénalité n'est qu'une garantie supplémentaire de l'efficacité d'un contrat. Nous vous présenterons un amendement de compromis en ce sens, amendement qui, je le mentionne, ne fait que reprendre la position qui avait été celle de notre commission des affaires sociales lors de l'examen de la loi HPST. L'article 4 de la proposition supprime l'obligation faite aux médecins de déclarer leur absence programmée dans le cadre de la permanence des soins. Ce faisant, le législateur laisse le Conseil de l'ordre organiser librement cette permanence à l'échelon départemental sans s'ingérer. Il n'y a rien de choquant à cela. Bien au contraire, c'est une mesure de bon sens. Il ne faut pas sous-estimer la conscience que les médecins ont de leurs devoirs. Pour la plupart d'entre eux, il est impensable de ne pas organiser leur départ en vacances, soit pour les généralistes en installant un remplaçant dans leur cabinet, soit en renvoyant à un autre généraliste confrère, ou, s'ils sont dans l'impossibilité de faire, en faisant appel au Conseil de l'ordre, et ce, sans que la loi ne les y oblige. Il faut rendre hommage au sens des responsabilités des médecins qui n'abandonnent pas leur passion et se soucient de la continuité des traitements. Concernant le problème posé par l'article 6 en matière d'information des patients, comme vous le savez, le Sénat en général et le groupe de l'Union centriste en particulier étaient et restent très attachés à l'avancée consistant à exiger des professionnels de santé fournisseurs de prothèses tels que les chirurgiens dentistes qu'ils délivrent de manière dissociée le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage proposé et le prix de toutes les prestations associées. C'est pourquoi, non seulement nous défendons le maintien de la rédaction actuelle de l'article L. 1111-3 du Code de la santé publique, mais nous soutiendrons également l'amendement de notre collègue Marie-Thérèse Hermange qui garantit la traçabilité des produits de santé concernés. Trop de doutes subsistent à l'heure actuelle sur la nocivité ou la fiabilité de certains dispositifs. En contrepartie de l'abandon de la logique de la sanction, la proposition de loi qui nous est soumise renoue avec une logique d'incitation financière puisque son article 5 rétablit les contrats de bonne pratique et les contrats de santé publique.
ce à quoi nous sommes évidemment favorables, en dépit des faibles résultats auxquels ils aboutissent. Il conviendra sans doute de faire un effort de communication et d'information en direction des jeunes praticiens pour les leur faire connaître. Concernant le budget de la CNSA, je voudrais faire part de mon inquiétude relevant de la porosité croissante que l'on observe depuis quelque temps entre les budgets du handicap et ceux des personnes âgées. Nous connaissons les besoins exponentiels des secteurs de la dépendance et du grand âge, nous en avons débattu cette semaine, mais dans l'attente de la réforme, rien ne justifie les tentatives successives de ponction sur le budget du handicap. Monsieur le ministre, s'il est utile de renforcer la professionnalisation des métiers de service, est-il vraiment plus rationnel de fusionner les lignes budgétaires de formation des professionnels des établissements et services pour personnes âgées avec celles des personnes handicapées? Outre le fait qu'une fusion budgétaire a rarement pour objectif d'augmenter les crédits, la formation de ces professionnels n'est pas et ne doit pas être la même, car nous avons affaire à des publics différents. Si dans le secteur de la dépendance, il faut former les professionnels à lutter contre la perte d'autonomie des personnes âgées, dans le secteur du handicap, les professionnels doivent être formés pour aider les personnes handicapées à conquérir leur autonomie. Ce n'est pas du tout la même chose. Je rappelle que cette observation n'a rien d'audacieux, puisque le président de la République a lui-même, dans son récent discours d'introduction au débat sur la dépendance, souhaité dissocier le handicap, qui concerne d'ailleurs souvent des populations jeunes, du grand âge, le handicap continuant de relever de la solidarité nationale, le grand âge nécessitant de nouveaux financements. En conclusion, vous l'avez compris, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, sous réserve des observations que je viens de faire et des amendements qui seront votés, le groupe de l'Union centriste accueille favorablement le présent texte. Merci, Madame Cros. Maintenant, nous allons entendre Monsieur Jacky Lemaine pour le groupe socialiste. Il est là, oui. Oui, il aurait pu se préparer. Mais c'est moi qui vous ai piqué ça. Oui, pardon. Oui. Monsieur le Président. Pardon. Je vais essayer. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le Président de la République, lors de son déplacement à Orbec, dans notre belle Normandie, en fin d'année dernière, inquiet de la crise identitaire de la médecine de proximité, donc des médecins libéraux, qu'il déclara vouloir soigner très vite, inquiet surtout des dégâts électoraux risquant d'être générés par son désamour avec cette partie du corps médical dont la représentation syndicale majoritaire n'acceptait pas certaines dispositions de la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et au territoire, annonça urbi et orbi un certain nombre de mesures à prendre tout à fait cessantes. Parmi celles-ci, certaines devaient concerner la toute fraîche loi HPST adoptée en juillet 2009, notamment les dispositions retenues dans cette loi pour essayer d'enrayer la désertification médicale, moyennant quelques contraintes, âprement discutées d'ailleurs à l'époque, lors des travaux du Parlement. Ces dispositions qui visaient à crédibiliser la volonté du législateur dans son objectif de s'attaquer à ce fléau que représente pour nos concitoyens en milieu rural, mais aussi dans les nombreux quartiers et banlieues de nos grandes métropoles, la désertification médicale, osait, en effet, timidement, introduire une pénalisation financière à l'encontre des médecins récalcitrants ou pour le moins allergiques à l'idée de devoir, dorénavant, réellement prendre part à la résolution de cette lancinante question de la désertification médicale.
La Confédération des syndicats médicaux français, la CSMF, était irritée, vent debout même, contre cette loi HPST pour des raisons évidemment bien différentes de celles avancées par l'opposition parlementaire à l'époque de sa discussion devant les deux assemblées. Donc la CSMF, qui entend, nous rapporte la presse, nettoyer la loi HPST, manifesta spectaculairement son courroux lors de sa 16e université d'été à Cannes, en septembre dernier, en omettant d'inviter, ce qui était pour le moins fort inélégant, Madame la ministre de la Santé en exercice, et ce qui était aussi une première. Je sais que vous étiez présent. L'orage grondait, il fallait faire vite. C'est dans ce contexte de prurite préélectorale, à quelques semaines des échéances cantonales, et plus important encore, à un an d'autres échéances majeures, que nous devons situer la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui. Cette proposition de loi a donc été coincée dans une niche parlementaire sénatoriale de la majorité, niche opportunément dégagée, pour qu'en 4 heures, la messe soit dite, des propositions adoptées, la loi HPST nettoyée de ses scories litigieuses, le président de la République satisfait, le corps médical libéral enfin apaisé, devant tout naturellement retrouver au plus vite le droit chemin qu'il n'aurait jamais dû quitter, du soutien sans faille, ou plutôt sans grogne, à la politique présidentielle dans le champ de la santé, du moins pour son versant impliquant la médecine libérale. Le président du comité de suivi de la réforme de la gouvernance des établissements publics de santé, tel que prévu par l'article 35 de la loi HPST, n'écoutant que son devoir, nous concocta aussitôt une proposition de loi visant à corriger les quelques dispositions dérangeantes contenues dans la loi Bachelot. Ce président, notre collègue Fourcade, que je salue ici, a bien pris soin de faire connaître à la presse qu'il avait fait cette proposition, et nous l'a redit d'ailleurs, à titre tout à fait personnel, et non au nom du comité de suivi, ce dont je prends acte. L'affaire, à savoir les corrections des aspérités dérangeantes de la loi HPST, était trop urgente et ne pouvait attendre le mois de juillet de cette année, que l'important travail de maturation et d'élaboration du rapport du comité de suivi soit arrivé à son terme et présenté dans sa cohérence d'ensemble devant la représentation nationale. Bref, il fallait calmer les démangeaisons préélectorales élyséennes et longues que constitue cette PPL devait pouvoir convenir. Certes, notre collègue Fourcade, dont on connaît la sagesse, a organisé sa PPL autour de 3 objectifs qu'il nous a rappelés: mieux organiser les soins, améliorer le domaine des compétences des ARS, simplifier les mécanismes du secteur médico-social. Mais il en aurait été de même au mois de juillet, si ce n'est que les propositions, sans doute, auraient été plus affinées et peut-être plus pertinentes encore. Mes collègues interviendront dans cette discussion générale, mais aussi tout au long de l'examen des différents articles constitutifs de ce texte, pour préciser les positions de notre groupe face aux diverses dispositions proposées dans ce texte. Je me limiterai donc à souligner quelques traits particulièrement significatifs de cette proposition de loi, après en avoir déploré sa rédaction précipitée. Dans l'ensemble, il s'agit d'un habillage argumentatif sommaire, limite sur le plan juridique, compilation de propositions masquant mal l'objectif principal recherché, dont j'ai fait état au début de mon intervention, malgré l'utilisation de quelques faunés sémantiques. D'abord, comme notre rapporteur je noterai, concernant les articles consacrés à l'organisation des soins de premier recours, qui constitue effectivement le cœur de cette proposition de loi. Ce sujet est effectivement d'actualité. Il a trait à l'exercice pluridisciplinaire de la médecine de proximité et, ce faisant, aurait mérité un traitement particulièrement adapté aux attentes de nos concitoyens comme à celles des professionnels concernés. Or, je suis resté particulièrement interloqué devant la rédaction initiale de l'article 1, nous proposant de créer une SIA, Société interprofessionnelle ambulatoire, que, fort heureusement, sera rebaptisée Société interprofessionnelle de soins ambulatoires par notre commission des affaires sociales sur proposition de son rapporteur très vigilant. Il s'agit, nous dit-on, de créer une catégorie juridique idoine dans le droit des sociétés pour résoudre le problème du versement et de la répartition des rémunérations perçues dans le cadre de l'expérimentation des nouvelles modalités de rémunération, les NMR, prévues par la loi de financement de la sécurité sociale. En regardant cet article,
il me revint à l'esprit une boutade de notre collègue le sénateur Paul Blanc, qui ne manque pas d'humour, à propos d'un autre texte ayant trait à la transposition dans notre droit national de dispositions propres à la législation européenne. Pourquoi faire compliqué lorsqu'on peut faire inextricable? Un morceau d'anthologie. Il a fallu pas moins de 12 amendements de notre rapporteur, adoptés par la Commission des affaires sociales, pour rendre cet article 1 présentable. Cette restauration en quelque sorte tégumentaire de l'article 1er initial, destinée à donner un cadre juridique permettant à des professionnels de santé d'exercer en commun, fera sans doute école dans les savants séminaires de préparation de nos futures élites énarchiques. Mon groupe ne votera pas cet article 1er, même reconfiguré par la Commission des affaires sociales, car nous restons persuadés qu'il est possible d'élaborer un mécanisme plus simple, permettant la perception et la répartition des rémunérations en cause, et pour que s'engage une véritable réflexion de fond sur le cadre juridique dans lequel doit s'exercer la médecine de proximité. Je relève aussi la rédaction, pour la troisième fois consécutive depuis 2008, d'une définition des maisons de santé créées par la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2008, et pense également, comme notre rapporteur aussi, qu'il ait été utile, puisqu'on s'essayait à ce type d'exercice, de préciser également des statuts concernant les pôles de santé ou les réseaux de soins. Notre commission des affaires sociales a réécrit cet article 2. Mais il faudra bien un jour remettre l'ouvrage sur la table si nous voulons donner une cohérence d'ensemble à des propositions normatives permettant d'assurer une véritable organisation des soins de premier recours dans notre pays, ce que nous cherchons en vain dans cette proposition de loi. À ce niveau, il semble opportun de rappeler que l'article 36 de la loi HPST a défini à la fois les soins de premier recours et les missions du médecin généraliste de premier recours. Nous l'avions dit à l'époque, quand nous avions abordé cet article au cours de la discussion de cette loi HPST, la portée normative de ces définitions législatives n'apparaît pas clairement. Depuis, les spécialistes de ce type de questions l'ont à leur tour relevé, comme par exemple Pierre-Louis Bras, professeur associé à l'Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, qui a fait remarquer dans une publication professionnelle que les dites définitions législatives avaient pour l'essentiel valeur de symbole. Il a ajouté que l'enjeu majeur semble avoir été de reconnaître l'importance des soins primaires, mais aussi le rôle éminent joué par les médecins généralistes dans leur dispensation. Faut-il y voir l'influence du syndicat MG France, qui, depuis sa constitution, cherche à affirmer les spécificités de la médecine générale? Il y a tout lieu de le penser. Du reste, les pharmaciens d'officine, soucieux de bénéficier d'une même reconnaissance législative, ont pu, à l'époque, également obtenir l'inscription, cette fois à l'article 38 de la loi, de la définition de leur mission. Quoi qu'il en soit, s'il est certainement regrettable que la loi soit utilisée non pour établir strictement des droits ou fixer des normes, mais pour témoigner de façon quelque peu incantatoire d'une reconnaissance, cet accent mis sur les soins de premier recours est en phase avec de nombreuses réflexions qui insistent sur le rôle déterminant pour garantir l'efficacité et l'équité du système de soins dans sa globalité. Vaste question donc que les articles qui nous sont soumis aujourd'hui dans cette PPL, largement reconfigurée par notre commission des affaires sociales, n'épuisent pas, loin de là. Cette question méritera d'autres débats, d'autres approches, si nous voulons offrir à nos concitoyens une médecine de proximité et une organisation des soins de premier recours de grande qualité. Je poursuivrai en évoquant rapidement les fondations hospitalières, autre sujet mis à mal dans sa version HPST par le Conseil d'État. Cette proposition de loi essaie, non sans mal, de revoir leur statut. Ces fondations ont été créées par la loi HPST pour faciliter l'organisation du financement de la recherche médicale et permettre son développement. Il existait déjà des fondations de coopération scientifique. Pourquoi un autre dispositif? La question peut se poser. De toute façon, comme je l'ai rappelé en commission des affaires sociales, c'est la question d'ensemble, question fondamentale du niveau global du financement de la recherche en France qui est posée. Et, me semble-t-il, on ne pourra pas résoudre la question du financement de la recherche médicale d'une manière indépendante du financement de l'ensemble de la recherche. La question est bien aujourd'hui, plus que jamais, de savoir quelle part de son PIB la France entend consacrer à la recherche pour continuer à se maintenir dans le peloton de tête des nations développées. J'en viens enfin à l'essentiel, en quelque sorte et en quelques mots, du véritable objectif poursuivi par cette PPL. Il s'agit des 3 articles, le 3, le 4 et le 5, qui justifient, ne soyons pas hypocrites, l'urgence de ce texte
pour son ou ses commanditaires, et plus particulièrement au sein de cette triade de l'article 3 concernant le contrat santé-solidarité, contrat non encore rendu opérationnel puisque les textes réglementaires permettant sa mise en œuvre n'ont volontairement pas été publiés. Que dire de plus clair que ce qu'a déclaré à la presse l'auteur de ce texte, notre collègue le sénateur Fourcade, je cite « Je souhaite supprimer ou modifier dans la loi HPST toutes les mesures anti-médecins ». Donc, pour ce faire, s'agissant du contrat santé-solidarité, dont je rappelle qu'il a pour but de favoriser l'exercice médical dans les zones de notre territoire qui sont sous-dotées, la proposition de loi le renvoie à la négociation conventionnelle et supprime les sanctions financières, donc, si j'ai bien compris, implicitement jugées anti-médecins, prévues par la loi HPST à l'encontre des praticiens réfractaires, soit qu'ils refusent de s'engager dans cette démarche, soit qu'ils ne respectent pas les termes de leur engagement. Je vous rappelle, mes chers collègues, que nous avons déjà eu sur ce sujet une très longue discussion lors de l'examen de cette question en 2009. Je n'y reviendrai donc pas. Toutefois, en ce qui me concerne, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, nonobstant les déclarations et protestations des responsables syndicaux de la médecine libérale, notamment de la CSMF, l'épineuse et angoissante question de la couverture médicale des zones sous-médicalisées sera spontanément résolue demain grâce aux vertus de la seule négociation conventionnelle. L'expérience du passé récent et de l'actualité présente témoignent du contraire. J'espère que la sagesse de nos débats de cette fin d'après-midi nous permettra de trouver une position équilibrée dans l'intérêt premier de nos concitoyens malades qui souffrent de plus en plus nombreux de l'existence de cette sous-médicalisation de pans entiers de notre territoire. Je reviendrai d'ailleurs sur ce point lors de l'examen de l'article 3 de cette PPL. Enfin, s'agissant de la continuité des soins et de l'organisation de la permanence des soins de ville, si nous partageons l'idée du rapporteur qu'il faut dégager des solutions n'étant pas inutilement coercitives ou perçues comme telles par le corps médical libéral, il ne faudrait pas pour autant occulter le fait que cette permanence pose problème. Si, comme le souhaite l'auteur de cette PPL, il peut être plus judicieux de responsabiliser l'ordre des médecins que de mettre en œuvre une disposition ressentie comme autoritaire et inefficace par les médecins, avis que je partage, encore faut-il que l'on nous dise d'une manière très précise quelles seront les dispositions très pratiques qui seront mises en place pour assurer une authentique permanence des soins en ville à laquelle aspirent nos concitoyens, permanence qui soit aussi de nature à désencombrer les services d'urgence des établissements de soins. Je conclurai là mon intervention. D'autres collègues de mon groupe interviendront dans ce débat pour exposer notre approche et notre position sur les différents articles de cette proposition de loi, notamment en ce qui concerne le secteur médico-social. Dans le cours de la discussion, nous profiterons aussi de ce texte pour poser des amendements qu'il nous semble tout aussi urgent d'examiner, compte tenu de leur objet, puisque l'option a été prise par votre majorité, Monsieur le Ministre, d'anticiper sur le réexamen d'une partie de la loi HPST. Je termine en précisant que nous serons bien présents dans les échanges qui ne manqueront pas d'avoir lieu dans cette enceinte lorsque le rapport que doit commettre le comité de suivi de la loi HPST aura été déposé sur le bureau de notre Assemblée à la fin du mois de juillet. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, de votre aimable attention. Bien. Monsieur Le Maine ayant dépassé son temps, il ne restera plus que 17 minutes pour les deux orateurs du groupe socialiste qui termineront. Maintenant, Madame Marie-Thérèse Hermange pour le groupe NP. Elle dispose de 7 minutes. Non, mais il faut que... Bon, bonjour, cher ami. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en réformant l'hôpital avec la loi HPST en 2009, nous portions un diagnostic sur un corps blessé afin de mieux prendre en charge ses blessures et fractures, avec toujours cet objectif, mieux accueillir des corps souffrants, eux-mêmes blessés par la maladie. Cependant, cette réforme nécessaire a produit des inquiétudes, comme si cette réforme chirurgicale avait donné le sentiment de produire quelques infections nosocomiales. Aussi, nous devons améliorer ce diagnostic par des examens complémentaires après quelques mois de traitement. C'est tout l'objectif de la mission Fourcade et la PPL d'aujourd'hui nous donne la possibilité de faire un bilan d'étape en améliorant
les protocoles qui ont guéri de ceux qui ont compliqué l'état de l'offre de soins en France. Tous les essais de phase 1 ne sont donc pas forcément à transformer en phase 2, pourrait-on dire. Au moment où l'hôpital se trouve donc à la croisée de nombreux défis qui, pour tous être légitimes, n'en sont pas moins souvent difficiles à concilier, le groupe UMP a cherché à soutenir l'exercice de la médecine de proximité, à mieux informer et protéger les patients par une plus grande transparence et à soutenir le secteur médico-social. Soutenir l'exercice de la médecine de premier recours tout d'abord. C'est avec joie que nous avons vu une occasion de réadopter la position initiale du Sénat lors du débat sur la loi HPST il y a 2 ans, à savoir supprimer la contribution forfaitaire annuelle pour les médecins qui exercent en zone surdense et remplacer cela par des mesures incitatives et lever l'obligation faite aux médecins de déclarer leurs absences programmées. Faisons confiance à ceux qui prennent soin de nous jour après jour. Le volontariat est suffisant. Le groupe UMP est donc attaché à la médecine libérale et pour cela, il sera vigilant à ce que l'article 1 ne présente pas une menace pour l'exercice libéral de la médecine, car il pourrait, en l'état, donner lieu à des interprétations incertaines. À titre personnel, je pense qu'une réflexion est encore nécessaire pour élaborer le cadre juridique adéquat pour l'exercice pluriprofessionnel de la médecine de proximité. C'est pourquoi j'ai cosigné l'amendement de Gilbert Barbier. Enfin, ont été rétablis les contrats de bonne pratique et de santé publique fixés par négociation conventionnelle. Je reviendrai sur cette mesure à titre personnel dans la discussion sur les articles, car il me semble qu'il convient de ne pas multiplier les types de contrats aux champs de compétences mêlés, mais plutôt de distinguer les objectifs poursuivis, permanence de soins ou bonne pratique de prévention. La protection des patients ensuite. Un autre volet concerné par la proposition de loi est bien évidemment la protection des patients. Le partage des informations sur la santé ne doit pas intervenir, comme l'a dit le rapporteur, sans un consentement du patient, puisque le secret médical appartient au patient. De plus, alors que le dossier médical va être relancé, il est important de ne pas semer de confusion sur la protection des données. Les scandales sur les implants et autres prothèses. En voici un récemment sur les prothèses mammaires. Plus de 3000 femmes ont déjà porté plainte en ce qui concerne les prothèses mammaires. En ce qui concerne les implants, le scandale sur les implants et autres prothèses, il nous incite aussi à insister sur la traçabilité des prothèses et l'accès des patients à une déclaration de conformité explicite. En outre, les crises sanitaires que nous avons traversées nous montrent d'une part l'importance d'être parés pour agir vite en cas d'épidémie, pour éviter la propagation, et d'autre part le bénéfice d'une réserve sanitaire. Enfin, l'article 9 bis fait un pas non négligeable en avant pour favoriser la transparence sur les liens entre laboratoires et professions médicales, en préconisant une déclaration des avantages directs ou indirects octroyés par ces sociétés aux professionnels. Je partage l'avis de Gilbert Barbier, dans la mesure où nous avons 2 missions actuellement, une à l'Assemblée nationale et une au Sénat. Je pense qu'il était opportun d'attendre, mais comme le rapporteur a proposé un certain nombre de mesures, je propose de les rendre effectives et pour cela, je présenterai un amendement en prévoyant une sanction en cas de manquement à l'obligation de déclaration. Enfin, pour répondre à la fracture publique-privée et médicale et médico-sociale, la loi avait fait un pas de plus pour décloisonner notre système de santé par le renforcement des liens entre public et privé. Des mesures visent donc à sécuriser le statut juridique des groupements de coopération sociale
ou médico-social qui n'a pas vocation à devenir un établissement social ou médico-social titulaire d'une autorisation. Les groupements de coopération sanitaire d'établissements ont donc été supprimés. En commission, la procédure applicable aux transformations d'établissements sociaux ou médico-sociaux a été clarifiée. On s'interroge cependant toujours sur des problématiques spécifiques. La transformation d'établissements hospitaliers en établissements médico-sociaux sera-t-elle une solution, par exemple, pour demain transformer des lits hospitaliers en lits médico-sociaux au lieu de construire de nouvelles structures? Ce sont des interrogations que nous devons avoir à l'esprit. Enfin, en attendant, nous nous réjouissons d'avoir fait adopter une mesure favorisant le développement des modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, comme la dialyse à domicile, pour toutes les personnes qui souffrent d'insuffisance rénale. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Ministre, le groupe UMP, qui en commission comme en séance s'est efforcé et s'efforcera de perfectionner la loi, apporte son soutien à ce texte. Il espère que demain, elle deviendra une norme vivante, une norme non pas qui équarrit et qui menace, mais qui encadre et qui soutient avec dynamisme la médecine, et notamment la médecine de proximité. Je vous remercie de votre attention. Merci, cher collègue. Maintenant, c'est notre collègue Yves Daudigny, deuxième intervenant du groupe socialiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, pour certains d'entre nous, en tous les cas pour moi je l'avoue, cette proposition de loi m'aura fait découvrir le terme de compérage. Et il me semble justement que nous sommes réunis ici par la grâce d'un exercice de compérage exemplaire. Je voudrais bien vous présumer innocent, mon cher collègue Jean-Pierre Fourcade, mais je serai bien le seul. La poignée de dispositions diverses jetées dans cette proposition n'a pas fait illusion une seconde. Les deux dispositions clés de ce texte, qui sont sa seule raison d'être, sautent aux yeux à la première lecture. Et la presse qui titre, je cite, « L'UMP veut se réconcilier avec les médecins », nous prouve qu'elle sait lire aussi. Et il s'agit d'un article d'un excellent quotidien national, peu susceptible d'être accusé de malveillance vis-à-vis du gouvernement. Mais souhaitiez-vous réellement dissimuler le message? Tant qu'à faire, il est vrai, autant qu'il soit le plus largement entendu par ses destinataires. Cela a été rappelé, Madame la ministre de la Santé s'était, dès après le vote définitif de la loi du 21 juillet 2009, publiquement engagée à ne pas respecter la volonté du législateur et faire changer la loi. Il faut donc une loi nouvelle pour défaire l'ancienne. Madame la ministre n'avait bien sûr pas plus que vous aujourd'hui, Monsieur le ministre, ni certitude ni garantie que le Parlement se pliera et se déjugera, qui plus est, à si court délai. Vous êtes donc à la tâche, mon cher collègue, et apparemment, il vous faut faire très vite. Le rôle n'est pas forcément enviable. Tâche difficile en effet pour le président que vous êtes également du comité d'évaluation de la mise en œuvre des dispositions relatives à la modernisation des établissements de santé de la loi HPST, de justifier le dépôt prématuré de cette proposition, puisque votre bilan est attendu pour le 21 juillet prochain et qui comporte donc la proposition une et une seule disposition relative au titre premier de la loi. La précipitation est mauvaise conseillère. Or, les articles 3 et 4 dont nous venons de voir la raison d'être, la plus grande partie des autres articles de cette proposition n'en a aucune qui justifie ce dépôt prématuré. À cet égard, je veux saluer tout particulièrement la qualité, la lucidité et la hauteur de vue du travail de notre rapporteur, notamment s'agissant de son respect affirmé aux articles 2 et 12 des droits des patients et de la vie privée, dont nous aurions pu aujourd'hui cosigner la plupart des remarques.
Sur les 16 articles de ce texte, celui-ci nous propose en effet de supprimer purement et simplement l'article 6 sur les dispositifs médicaux, l'article 8 sur le financement des réseaux de santé par les ARS, l'article 9 relatif aux fondations hospitalières, l'article 10 sur la réserve sanitaire, l'article 12 sur le consentement présumé des patients pour l'hébergement des données de santé, l'article 13 sur l'Institut national des invalides. La mise à nu est sévère et méritée s'agissant de dispositions vraisemblablement rédigées à la va-vite, juridiquement contestables et dépourvues, comme le relève également notre rapporteur, de toute évaluation. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. Si vous souhaitez la revoir, elle est disponible en VOD sur notre site internet publicsénat.fr. Bonne journée à tous sur Public Sénat.